Cette semaine, pendant ce cours, on va parler du grand siècle classique, le XVIIe siècle, par rapport à la littérature française. Alors, le grand siècle classique et la littérature française, on peut répartir un peu ce siècle par rapport à la littérature française en deux périodes, grosso modo. D'abord, le début du XVIIe siècle jusqu'aux années 60 à peu près, la période du baroque, et puis à partir des années 60 jusqu'à la fin du siècle, le classicisme, inspiré surtout par le roi Soleil Louis XIV. Alors, si on prend grosso modo les grandes dates du XVIIe siècle, un peu d'histoire donc, en même temps on peut répartir cette période en quatre périodes. De la fin du XVIe siècle, à partir de 1598 jusqu'en 1630, c'est la période du baroque, un contexte peu stable par rapport à l'histoire de France, on va en parler. Donc, la date clé de 1598, c'est aussi l'édit de Nantes, Henri IV, le roi de France, qui a signé l'édit de Nantes pour donner le libre culte, pour accorder le libre culte aux protestants, voilà. À partir de 1630 jusqu'en 1661, c'est la période du baroque vers le classicisme, donc le classicisme qui va s'annoncer, le baroque, la période du baroque qui va progressivement disparaître au profit du classicisme. À partir de la date 1661, c'est aussi l'ouverture, la grande ouverture du château de Versailles et le début de la monarchie absolue du roi Soleil Louis XIV jusqu'en 1685, c'est la période classique pure. Et à partir de cette date, 1685, vers 1715, la date de la mort de Louis XIV, vers le siècle des Lumières, qui annonce donc le siècle des Lumières du XVIIIe siècle. Voilà, grosso modo, pour ces dates. Alors, un peu d'histoire quand même, pour pouvoir comprendre la littérature française, et notamment la littérature française de la période du baroque. Tout d'abord, cette première période, à partir de l'édit de Nantes, signé par Henri IV, une nouvelle fois jusqu'en 1630, le baroque, un contexte plus stable. Pourquoi ? Alors surtout, au niveau de la société, au niveau de la vie politique, il s'agit d'une période d'instabilité. Alors pourquoi une période d'instabilité ? Alors c'est un peu la fin des guerres de religion, avec la signature bien sûr de l'édit de Nantes, mais le pouvoir absolu du roi n'a pas encore vraiment pas eu lieu, donc ne s'est pas encore vraiment instauré. Donc il n'y a pas encore Richelieu, en fait, il n'y a pas encore Richelieu qui va venir, qui va renforcer l'autorité royale. Alors à ce moment-là, on peut dire que l'autorité royale en France s'est affaiblie. Un contexte peu stable, les Français, les paysans ne savent pas vraiment très bien où ils en sont. Donc il s'agit vraiment d'une période d'instabilité avec beaucoup de guerres, avec beaucoup de problèmes sociaux, avec peu de stabilité. Donc l'édit de Nantes, et en 1610, c'est le meurtre du roi Henri IV, qui sera suivi par la régence de Marie de Médicis à partir de 1610 jusqu'en 1617 et d'un essai d'Autriche à partir de 1643 jusqu'en 1661, le moment où Louis XIV prend vraiment le pouvoir en main personnellement et va gouverner seul, sans ministre. Alors cette période du début du XVIIe siècle sera aussi marquée par la Fronde, donc la jeunesse de Louis XIV, pas encore roi, mais encore enfant, pendant la régence de Marie de Médicis. Il sera confronté à la Fronde, qui est une fronde tout d'abord parlementaire, et puis une fronde des princes, donc une révolte contre en fait la régence de Marie de la régence d'Anne d'Autriche, avec le cardinal Mazarin. Donc Louis XIV enfant et sa mère Anne d'Autriche et son frère
le duc d'Orléans devront s'enfuir de Paris pour aller s'héberger dans le château de Saint-Germain à l'ouest de Paris pour échapper à cette révolte où les princes, mais aussi les parlementaires essaient de reprendre le pouvoir politique. Et ils devront s'enfuir et se réfugier. Voilà. Mais en même temps, en début de ce siècle, le conflit religieux entre protestants et catholiques est en fait prêt à se rallumer. Donc on voit quand même une sorte de continuation des guerres de religion, pas vraiment comme au XVIIe siècle, au XVIe siècle, mais quand même il y a des réminiscences. Voilà. Et en même temps, on voit apparaître un nouveau courant de pensée qui est le courant libertin. Et le courant libertin, justement, alors le courant libertin, c'est quand même un contexte, un courant intellectuel qui remet en question l'existence de Dieu et refuse en fait les contraintes religieuses et sociales, ce qui va quand même rendre les croyances plus fragiles. Donc il s'agit d'un courant de pensée, de libre pensée qui va se développer. Les libertins, par exemple Don Juan, le séducteur, les libertins, alors c'est plus ou moins anti-religieux, donc ce courant va critiquer le christianisme, la religion, et défend plutôt une conception matérialiste du monde. Et on va lire un poème à propos de cela où ce thème, justement, prend forme, prend consistance. Alors on voit donc dans un environnement perturbé, cette instabilité politique, les certitudes du savoir et les découvertes se trouvent donc ébranlées, instables. Et les idées humanistes du siècle précédent, donc du XVIe siècle, semblent donc abandonnées et par des comportements humains qui relèvent de l'intolérance et de la barbarie. Donc voilà, on voit en même temps que dans ce climat, vers la fin, dès la fin en fait du XVIe siècle, vers 1580, le courant baroque va naître, va prendre forme, suivi par le développement des salons et de la poésie précieuse. On va en parler aussi. Donc on a parlé quand même du contexte religieux, les troubles de guerre de religion, l'Église catholique qui essaie quand même de susciter un certain regain de ferveur, la contre-réforme catholique contre les protestants, et les arts en même temps seront mis au service de la propagation de la foi. On voit que des architectes comme le Bernini, à la fin du XVIe siècle, vont construire des églises somptueuses, par exemple à Rome. Voilà. Alors, c'est un peu pour encadrer donc ce début du XVIIe siècle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on constate? On voit que pendant cette période du baroque, il y a un monde qui est en transformation permanente parce que les gens ne savent pas où ils en sont. C'est une période de troubles politiques, de guerre, de révolte. Alors les gens n'ont aucun point de repère, ce qui se transpose, se transmet aussi dans la littérature. Donc la littérature française fait preuve de cette inconstance, de cette instabilité et par la transformation permanente. Donc ce qu'on voit dans la littérature, surtout, c'est le triomphe du mouvement, la transformation, le mouvement, le goût pour le provisoire, parce qu'on ne sait pas si on sera en vie le jour prochain, le sens de la complexité. Mais en même temps, une sorte d'aspiration à la liberté d'action, ouverture sur l'extérieur, une inconstance amoureuse, et aussi la force des apparences. Donc le rejet de l'absolu, tout est apparence. Donc on voit par exemple dans la littérature, mais aussi dans les églises, on voit des trompe-l'œil, een soort van dome dat geschilderd is aan de binnenkant van een kerk, wat je de indruk geeft dat je van de binnenkant naar een koepel kijkt, maar die eigenlijk niet anders is dan geschilderd. Donc la force des apparences, le rejet de l'absolu, tout est apparence. Alors, un art de vie, le baroque,
c'est l'art de vie, parfois théâtral. Donc ce qu'on voit aussi dans la littérature, par exemple Shakespeare, hein, on voit des pièces de théâtre avec 20 intrigues en même temps. Donc pour un spectateur, c'était vraiment très difficile de suivre le fil de l'histoire parce qu'il s'agissait de 20 intrigues, 20 actions à la fois dans une seule pièce de théâtre, ce qui quand même, ce qui en même temps fait preuve du sens de la complexité qu'on vient de nommer, le sens de la complexité. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire baroque? Le baroque doit son nom à un mot portugais, barroco, et barroco, le mot portugais signifie irrégulier et s'appliquait à des perles naturelles. Donc, le courant baroque est en fait caractérisé par des thèmes et des formes qui expriment l'instabilité, l'irrégularité, le foisonnement, par exemple dans les pièces de théâtre, les 20 intrigues, le passage, le mouvement, la transformation, le goût pour l'éphémère, het tijdelijke. Donc le sentiment de fragilité de la vie associée au goût nostalgique pour les richesses, les paysages, les fruits, les fleurs, les émotions, va conduire les poètes et les peintres à privilégier l'expression d'une sensualité à la fois épanouie et mélancolique. Alors justement, chez le poète Saint-Amand, qui a écrit divers poèmes, mais dont une, La plainte sur la mort de Sylvie, on va lire ensemble. Alors chez ce poète Saint-Amand, le ruisseau, het beekje, le ruisseau, un cours d'eau, le ruisseau, un cours d'eau, un beekje, se trouve associé au temps et à la mort, et à ce transformement, à ce mouvement. Donc l'art va essayer de saisir ce qui s'échappe, ce qui s'enfuit. Donc eau, fumée, nuages, lumière, rêve. Donc les mouvements de l'air, de l'eau, les métamorphoses, les transformations. Alors justement ces transformations vont fasciner les poètes et les peintres qui observent avec fascination des jeux de miroir, de la métamorphose, qui se rattachent au fantastique et rendent dans leurs œuvres la complexité, par exemple du trompe-l'œil dont j'ai parlé, le charme des illusions et le danger des apparences. Voilà, donc on voit dans l'écriture baroque des figures d'amplification des images, des métaphores. Alors, je propose quand même de lire ensemble un fragment du poète Saint-Amand sur Hubble, qui s'appelle La plainte sur la mort de Sylvie. Eh bien voilà, le texte du poème Plainte sur la mort de Sylvie, extrait de poésie en 1629 du poète Saint-Amand qui a écrit divers poèmes selon divers sous-courants du baroque. Ben voilà, un poème où le poète traduit son lyrisme amoureux associé ici à la mort de l'être aimé. Donc un poème quand même assez pessimiste, qui déprime quand même. Voilà, pour lire ensemble, ruisseau qui court après toi-même et qui te fuit toi-même aussi. Arrête un peu ton onde ici pour écouter mon deuil extrême. Puis, quand tu l'auras su, va-t-on dire à la mer qu'elle n'a rien de plus amer. Raconte-lui comme Sylvie, qui seule gouvernait mon sort, a reçu le coup de la mort, donc est morte. Sylvie est morte, c'est sa bien-aimée, au plus bel âge de la vie, donc morte très jeune, et que cet accident triomphe en même jour de toutes les forces d'amour. Là, je n'en puis dire autre chose, mes soupirs tranchent mon discours. Adieu, ruisseau, reprends ton cours. Qui non plus que moi ne repose, que si parmi regrets j'ai bien pu t'arrêter, voilà des pleurs pour te hâter. Alors, hâter, c'est un mot néerlandais, en fait, haasten, donc c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on constate comme transformation? En fait, ruisseau, le premier, quand même, la première strophe, ruisseau qui court après toi-même, parce que ça, quand même, c'est une caractéristique d'un ruisseau, dont un ruisseau court toujours après
après lui-même, hein, beekje dat je zelf achterna stroomt, et qui te fuit moi-même aussi, en dat mij ook ontvlucht. Donc on voit quand même la transformation, le mouvement de l'eau, hein, dans un ruisseau. Arrête un peu ton onde ici. Wacht even met stromen. Hou je golf hier even tegen, staat er onde ici. Pour écouter mon deuil extrême, om naar mijn verdriet te luisteren. Et quand tu l'auras su, wanneer je het kent, va-t'en dire à la mer, stroom dan door richting zee en vertel het verhaal van mijn verdriet aan de zee. Qu'elle n'a rien de plus amer. Raconte-lui comme Sylvie, qui seul gouvernait mon sort, die natuurlijk over mijn lot regeerde, want ik was verliefd op Sylvie, a reçu le coup de la mort au plus bel âge de la vie. Et que cet accident triomphe en même jour de toutes les forces d'amour. Je n'en puis dire autre chose, mes soupirs tranchent mon discours. Adieu ruisseau, reprends ton cours, ga maar weer lopen, beekje. Qui non plus que moi ne repose, que si par mes regrets j'ai bien pu t'arrêter, als ik jou even heb kan doen stoppen, door mijn verdriet, voilà des pleurs, hier zijn mijn tranen, om je weer op gang te brengen. Eh bien voilà, on constate quand même ce thème du mouvement de la transformation de l'éphémère à travers ce poème qui est donc vraiment un poème caractéristique du baroque. Voilà. Eh bien, comme je l'avais déjà dit, le théâtre baroque, quand même, se caractérise par un très grand nombre d'intrigues, parfois même une vingtaine. Donc, par exemple, les auteurs baroques européens comme Shakespeare ou Calderon, un espagnol qui a écrit La vie est un songe en 1634, ce théâtre baroque se caractérise par une très grande liberté et l'illusion comique de Corneille, Pierre Corneille, de la même date, mêle la tragédie et la comédie, et on voit donc à travers cette pièce de théâtre baroque, elle se distingue par un très grand nombre d'intrigues. Donc, en fait, le théâtre veut être métaphore de la vie humaine qui donc rend compte de la complexité de la vie, de l'inconstance, de l'instabilité de la vie humaine, où tout est apparence du déguisement, de la métamorphose. Donc, cette théâtralité et les transformations vont souvent se développer sur une méditation morale et religieuse autour de la mort, parce qu'on sait qu'on va mourir. Voilà. Par exemple, pour citer quelques exemples, Hamlet, écrit par Shakespeare au début du XVIIe siècle, en poésie Malherbe et Viau, dans certains genres narratifs, Don Quixote, espagnol bien sûr, Cervantes, écrit en 1614, et dans les arts Monteverdi, l'Orfeo et Rubens, Adoration. Voilà, la peinture. Alors, à partir de 1630 jusqu'à la période du classicisme, donc le moment où Louis XIV va arriver au pouvoir, il sera déjà au pouvoir avant ces dates, mais il va décider en 1661 de gouverner tout seul sans ministre, donc la monarchie absolue basée sur le principe du droit divin. À partir de cette date-là, une période de transition du baroque vers le classicisme. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, concrètement, il s'agit d'une période de transition. Monarchie, centralisme, ça vont s'installer, mais laissent encore des différences s'exprimer. Donc, pendant cette période, c'est le règne aussi de Louis XIII et le cardinal de Richelieu qui va mourir bientôt, mais le cardinal de Richelieu va quand même renforcer l'autorité royale. Et puis, c'est donc la mort de Louis XIII, c'est la régence d'Anne d'Autriche et du cardinal Mazarin, et puis la mort du cardinal Mazarin et l'avènement au pouvoir de Louis XIV. Donc, du baroque au classicisme. Alors, Louis XIV, justement, réalisait que cette période de la Fronde, où il avait dû s'enfuir, ce serait néfaste pour le royaume de France. Il voulait prendre le pouvoir en main, et cela se transforme aussi à travers certaines pièces de certains textes littéraires. Donc une période de transition, monarchie, centralisme vont s'installer progressivement, mais laissent encore des différences s'exprimer, maintient donc des tendances baroques, courants précieux, vin sans voiture, de Scudéry,
burlesque, Cyrano de Bergerac, et la pensée libertine dont on a déjà parlé un tout petit peu. On va lire ensemble quelques exemples de ces sous-courants baroques, parce que le courant précieux, le courant burlesque et la pensée libertine, donc le courant libertin, ce sont en effet des sous-courants du baroque. Stromingen van barok, die je dus bij de barok kunt noemen. En même temps, une recherche de la vérité, donc des penseurs, des mathématiciens comme Descartes et Pascal, qui vont écrire à propos de la vérité, donc la science aussi, la science empirique va s'installer dans le monde en Europe, et ils vont concevoir la vérité comme un absolu. Donc, qu'est-ce que la vérité? Wat is nou de waarheid? Alors, souvent influencé aussi par la religion, la vérité, c'est atteindre Dieu. Mais qu'est-ce que la vérité? Wat is dan de waarheid? Alors, une question épistémologique. Illustrée aussi par Corneille au théâtre, et la codification de la création par Richelieu, fondée en 1635, très important, une institution qui existe toujours de nos jours, c'est l'Académie française. Alors le but de l'Académie française, bien sûr, c'est de concevoir le concept de normes. Donc qu'est-ce qui est un bon français? Donc on va donner à la langue française un dictionnaire et une grammaire. Donc c'est le contrôle de la langue française et un peu plus tard aussi les œuvres littéraires par le pouvoir. Donc on va voir quand même que la langue française va avoir un nouveau statut. On va en fait établir l'idée, le concept de la norme. Qu'est-ce qui est un bon français et qu'est-ce qui n'est pas du bon français? La codification de la création, parce que la langue française sera désormais codifiée. Voilà. Donc, pour donner quelques exemples, dans le théâtre, on avait déjà parlé, l'illusion comique de Pierre Corneille en 1636, et Corneille va écrire le Cid, une tragédie, tout d'abord une comédie-tragédie ou une comédie-tragédie qu'il va quand même transformer en une tragédie plus ou moins pure, classique. Quand même, Corneille va déjà annoncer la période du classicisme. Il va écrire le Cid, une pièce de théâtre classiciste qui reprend en fait un thème de l'Antiquité en 1637. En poésie, Saint-Amand et voiture, on a déjà lu un poème de Saint-Amand, et les genres narratifs vont aussi se développer. Le roman Clélie de Scudéry, que nous n'allons pas étudier, mais en fait qui reprend un peu le raffinement de la vie qui nous dicte, de toute façon au XVIIe siècle, la façon de vivre, de la plus belle courtoisie, du raffinement. On va en parler encore plus tard pendant ce cours. En 1660, et dans les arts, Latour, Rembrandt, Velasquez et Le Nain. Voilà pour citer quelques exemples. Alors, un autre sous-courant du baroque, c'est la préciosité. Alors, je viens de parler de Clélie. Déjà, on va en reparler. On va lire ensemble un texte, Les Demoiselles de Sedan et Vincent Voiture, la carte de tendre de Clélie, sortie du roman de Clélie de Madeleine de Scudéry. Alors, la préciosité, en néerlandais, ça s'appelle hoofsheid. Sans D, dus hoofsheid. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un raffinement de la vie, un idéal de raffinement auquel aspirent les personnes à la mode. Donc c'est surtout un courant de mode à Paris, dans la grande ville surtout pas en province, mais surtout à Paris. Donc on voit quand même naître ce sous-courant du baroque dans les salons mondains de Paris, les salons littéraires, où on aspire à une sorte de raffinement de la vie. Alors un courant parallèle au burlesque, boerter betekent dat, et d'inspiration baroque, un idéal de raffinement auquel aspirent les personnes à la mode. L'amour est une communion des esprits et un grand jeu de société. Je kon dus niet zomaar tegen iemand zeggen, ik ben verliefd op je. Nee, dat ging via een heel woud van avonturen. Eerst kwam je iemand tegen en dan was je helemaal onder de indruk en helemaal flabbergasted. Dan zag je dat die
andere persoon er enigszins op reageerde door haar zakdoek te laten vallen. Die mocht hij dan oprapen, die mocht hij dan aan haar geven. Dan gebeurde er vervolgens maandenlang weer helemaal niks. Dan was er weer eens oogcontact tijdens een wandeling op zondag ergens in het park. En dan mocht je uiteindelijk eens een keertje met iemand praten. En weer maanden later dan kwam je verder in contact. En dan zei je op een gegeven moment, ik heb gevoelens voor je. En dan was die ander gechoqueerd. En dan kwam er tijd van jaloezie. Er kwam tijd van afwijzing. En na heel veel tijd en jaren dan uiteindelijk, dan was er een soort van wederzijdse instemming. Maar ik ben ook verliefd op jou. Maar dan was je een paar jaar verder. Dat duurde heel erg lang. Daar ging heel veel water naar zee voordat het zover was. Kortom, het beschrijven van hoe versier je iemand ging volgens ideeën van hoffelijkheid en courtoisie. Duurde heel erg lang voordat het zover was. En wat vooral niet mocht, dat was dat je begon over het huwelijk. Dat kwam pas aan het eind van een hele dikke roman. Alors, cette aventure d'une déclaration d'amour que je viens d'écrire en néerlandais, c'est décrit par Madeleine de Scudéry dans son roman Clélie. Et là, la carte de tendre joue un rôle. Donc, pour arriver à cette déclaration d'amour et pour enfin arriver à l'idée de mariage, il faut faire tout un voyage, tout un trajet très très complexe pour arriver à ce moment-là, la déclaration d'amour et puis le mariage. Alors, la préciosité, Hoofsheid, donc c'est un idéal de raffinement. Saint-Amand, Tristan l'Hermite, Vincent Voiture, Madeleine de Scudéry, dans un langage choisi et des genres déterminés. Donc on comprend facilement que le langage choisi, c'est un langage français qui est caractérisé par la courtoisie, par cet idéal de raffinement. Donc surtout pas par un vocabulaire grossier, surtout pas. Donc on va lire ensemble un texte qui s'appelle « Les demoiselles de ce temps » de Vincent Voiture. Eh bien voilà le poème « Les demoiselles de ce temps » de Vincent Voiture, écrit au milieu du XVIIe siècle, qu'on va lire ensemble. Donc un poème qui justement fait preuve de la préciosité de Hoofsheid. Les demoiselles de ce temps ont depuis peu beaucoup d'amants. On dit qu'il n'en manque à personne. L'année est bonne. Nous avons vu les ans passés que les amants étaient glacés, mais maintenant tout empoisonne. L'année est bonne. Le temps n'est pas bien loin encore qu'ils se vendaient au poids de l'or, et pour le présent on les donne. L'année est bonne. Le soleil de nous rapprocher rend le monde plus échauffé, l'amour règne, le sang bouillonne, l'amour est bonne. Alors, donc, on voit à travers ce poème quand même un idéal social, artistique de raffinement, de distinction, mais il y a un auteur qui s'appelle Molière qui va quand même ridiculiser un peu la préciosité. Alors, pas vraiment la préciosité, mais plutôt l'excès de préciosité, overdreven Hoofsheid. Alors, on constate facilement dans les grandes villes que lorsqu'il y a un courant, un phénomène de mode, qu'il y a aussi des gens qui vont exagérer ce phénomène de mode. Donc, on voit que Molière, lui, on constate que Molière, lui, dans sa pièce de théâtre Les Précieuses Ridicules, de Zotte Ridiculen, les Précieuses Ridicules, de Hoofszotten, va ridiculiser justement cet excès de préciosité. Alors, ce poème qu'on vient de lire ne fait pas preuve d'un excès de préciosité, mais de préciosité tout court. Donc, le thème de prédilection, c'est l'amour. On va voir l'amour qui a inspiré une poésie recherchée, travaillée, codée. Le poète précieux le plus connu, c'est Vincent Voiture, et les précieux ont été de grands amateurs de romans comme de Lastrée, d'Honoré, d'Urfé. Alors, on peut voir facilement à travers ce poème qui parle donc de l'amour, de juffrouwen, de vrouwen, de jonge dames uit deze tijd hebben sinds kort veel liefjes, mannen natuurlijk. Ze zeggen dat iedereen er wel een heeft, een geliefde. Het is een goed liefdesjaar. We hebben gezien voorbijgaande jaren dat de mannen vooral nogal ijzig waren, maar nu zijn er meer dan genoeg. Het jaar is goed. Het is nog niet zo lang geleden dat ze werden verkocht voor goud, dus dat er heel weinig waren, dus heel veel waard waren. Maar op dit moment is er voor iedereen al een, on les donne, l'année est bonne.
De zon is wel dichterbij gekomen. Alors, lorsque le printemps s'annonce, le soleil se rapproche de nous et cela rend le monde plus échauffé. Dan wordt iedereen wat warmer en ontvankelijker voor de liefde. L'amour règne, le sang bouillonne, het bloed kookt een beetje. L'année est bonne. Voilà. Quant à la versification, on peut quand même constater qu'il s'agit d'un vers octosyllabe pour la plupart, sauf pour le dernier vers de chaque strophe. Les demoiselles de ce temps, 8 syllabes, ont depuis peu beaucoup d'amants, 8 syllabes. On dit qu'il n'en manque à personne, 8 syllabes. Et puis, l'année est bonne, le dernier vers de chaque strophe est repris à la fin de chaque strophe. C'est le même vers, voilà. Et par rapport à la rime, on peut dire temps et amant, AA, personne et bonne, BB, passé, glacé, CC, foisonne et bonne reprend donc bébé, et puis encore et or, donne, bonne, rapproché, échauffé, bouillonne et bonne. Voilà, c'est un peu le schéma de rime de ce poème. Alors, je vous avais déjà parlé de la carte de tendre de Madeleine de Scudéry, qui donc fait partie du roman Clélie, et dans ce courant justement, on fait le trajet, on nous dessine le trajet pour arriver à cette déclaration d'amour et le mariage. Madeleine de Scudéry qui a vécu en fait tout au long du XVIIe siècle, la reine des précieuses, Sappho règne en son salon et attire autour d'elle les beaux esprits. On parle galanterie, les 1000 subtilités des parcours amoureux. Donc il faut voir cette carte de tendre qu'on va voir dans un instant comme une carte géographique d'un parcours amoureux où sont codifiés dans une carte allégorique le pays de Tendre. Il n'est pas question de mariage, considéré comme vulgaire et aussi comme une insupportable tyrannie. Ce qu'on a vu aussi par rapport à Molière et l'avare, ou la tyrannie paternelle. Alors voilà la carte de Tendre ou le manifeste de la préciosité. Alors, on fait donc le trajet, on commence en bas, nouvelle amitié, on passe par complaisance, joli verbe, billet galant, billet doux, sincérité, petit soin, assiduité, probité, générosité, exactitude. Mais il y a aussi des villages, puisqu'il s'agit de villages qui sont des pièges. Donc on peut, dans son parcours amoureux, pour quand même, afin de déclarer, de passer à une déclaration d'amour, on peut par exemple passer par l'oubli. Alors ça, c'est un danger. Ou bien par négligence, ou même perfidie, ou méchanceté, ou médisance, ou d'autres, où on peut même tomber dans le lac d'indifférence, het meer van onverschilligheid. Mais à la fin, on peut aussi aboutir à la mer dangereuse. Voilà. Donc c'est tout un parcours allégorique du trajet amoureux que doivent suivre les amants afin d'arriver à ces déclarations d'amour et pour enfin arriver peut-être un jour au mariage, mais pas trop vite, surtout pas trop vite. Voilà. Alors, ça c'est la préciosité. Un autre sous-courant du baroque, c'est le burlesque. Alors, qu'est-ce que le burlesque? Le burlesque, en fait, le burlesque, c'est en même temps une réaction contre ce raffinement courtois, cet idéal de raffinement, de la préciosité. Donc le burlesque, het boertige in het Nederlands, donc plus vulgaire quand même, un contre-courant, donc peut-être justement l'opposé du courant de la préciosité. Le burlesque, c'est une réaction contre l'idéalisme précieux. Les auteurs vont dénoncer les illusions héroïques et les grands sentiments. Scarron, par exemple, Scarron qui va nous présenter, on va lire ensemble de Paul Scarron un poème qui est vraiment représentatif du courant du burlesque. Donc, ce qu'on voit, c'est Cyrano de Bergerac et Paul Scarron, un courant parallèle à celui de la préciosité d'inspiration baroque en même temps, donc c'est un sous-courant baroque, une exploitation bouffonne, boertig, komisch, grappig, des contradictions humaines où le corps a l'emprise sur l'esprit. Alors on voit bien sûr que dans la préciosité, c'est l'esprit qui a l'emprise sur le corps, de geest
is belangrijker dan het lichaam. Alors, justement, dans le versant inverse, c'est le corps qui a l'emprise sur l'esprit. Het lichaam, vooral het wat groteske, vulgaire, het platte, neemt het over op het geestelijke. Donc, le corps a l'emprise sur l'esprit. Comment? Dans un style bouffon, koddig, boertig, komisch, pour le sublime et inversement. Donc on voit un réalisme, on constate un réalisme parfois excessif, les réalités les plus crues, et donc un vocabulaire du quotidien. Voilà, donc justement le contre-courant de la préciosité. Alors développement, place considérable au XVIIe siècle avec des traces dans Corneille et Molière. On va lire ensemble un fragment sur Hubbard, le sonnet sur Paris de Paul Scarron. Alors, Paul Scarron, qui a vécu en fait de 1610 jusqu'en 1660, donc de la mort de Henri IV, et donc en fait jusqu'à l'avènement de Louis XIV qui a renforcé l'autorité royale, le sonnet sur Paris. Donc, ce poème nous fait une description de la ville de Paris, mais la nuit. Alors, la nuit, pendant la nuit, Paris se transforme en lieu obscur, ténébreux. Et le sonnet sur Paris, justement, nous décrit donc cette réalité bouffonne, excessive, du quotidien, pas toujours très raffiné, même l'inverse. Donc, sonnet sur Paris, sonnet over Paris. Un amas confus de maisons, des crottes dans toutes les rues, ports, églises, palais de prison, boutiques bien ou mal pourvues, force gens noirs, blancs, roux, grisons, des prudes, des filles perdues, des meurtres, des trahisons, des gens de plume aux mains crochues. Mainte poudrée qui n'a pas d'argent, maint homme qui craint le sergent, maint fanfaron qui toujours tremble, page, laquais, voleur de nuit, carrosse, chevaux et grand bruit, c'est là Paris. Que vous ensemble? Dat is nou Parijs. Wat vindt u er nou van? Alors, qu'est-ce qui est décrit dans ce poème? Alors, un amas confus de maisons, een opeengehoopte opstapeling van huizen, maar dan wel rommelig, een amas confus. Des crottes dans toutes les rues, honderdrollen overal op straat. Ponts, églises, palais, prisons, bruggen, kerken, paleizen, maar ook gevangenissen, boutiques bien ou mal pourvues, winkels waar je goed wordt behandeld of wordt afgezet, mal pourvu. Forse gens noirs, blancs, roux, grisons, allerlei soorten mensen. We weten niet waar ze vandaan komen. Des prudes, mensen die eerlijk zijn, maar ook des filles perdues. Des filles perdues, bien sûr, il s'agit de prostituées. Hein, de filles perdues, des prostituées. Des meurtres, des trahisons, moorden, verraad. Des gens de plume aux mains crochues. Mensen met hoeden, veren op hun hoofd. Dat geeft aan dat dat eigenlijk mensen zijn van een bepaalde stand. Maar ze hebben wel mains crochues. Dus ze zijn niet te vertrouwen. Aux mains crochues. Mainte poudrée qui n'a pas d'argent. Gepoederde mensen, ook van standing, maar die hebben geen geld. Maint homme qui craint le sergent. Menig man die bang is voor de politie. Maint fanfaron qui toujours tremble. Sommige mensen hebben ook reden om te trillen van angst, omdat ze worden gezocht. Page, laquais, voleur de nuit, carrosse, chevaux, grand bruit. C'est là Paris que vous ensemble. Ben voilà un poème caractéristique de la période du sous-courant du burlesque. Et bien finalement, pour arriver au dernier sous-courant du baroque, on va parler du libertinage. Alors le libertinage, qu'est-ce que c'est? Alors le libertinage, en fait, ça se calque déjà sur un style littéraire de l'Antiquité, d'Épicure, Epicurius, qui a vécu 300 ans avant Jésus-Christ. 4e eeuw voor Christus, 300 voor Christus. Alors l'épicurisme est axé sur la recherche d'un bonheur et d'une sagesse dont le but est l'atteinte de la tranquillité de l'âme. Donc la tranquillité de l'âme. Alors là, on parle quand même d'une sorte de hédonisme, het je eigen behoeften, voldoen aan je eigen behoeften, het plezier een beetje opzoeken, je eigen leven zo aangenaam mogelijk maken. Zo moet je het een beetje zien. Donc un libertin est à la recherche du bonheur personnel, individuel. Ça veut pas dire qu'il est, par exemple, égoïste, pas forcément. Donc,
quand même, une recherche de la sagesse fait partie du libertinage, mais quand même, on voit donc aussi cette recherche du bonheur individuel. Eh bien, inspiré donc d'Épicure, 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui traduit en fait au XVIIe siècle par qui? De Viau, Saint-Amand une nouvelle fois, Tristan l'Hermite, Cyrano de Bergerac une nouvelle fois, donc plusieurs auteurs ont écrit plusieurs poèmes pour plusieurs courants, sous-courants du baroque. Il s'agit d'une conception philosophique inspirée des théories d'Épicure, grâce à sa raison, dankzij zijn rede, donc ça annonce peut-être déjà un peu le XVIIe siècle et le siècle des Lumières, et grâce à sa raison seule, l'homme doit comprendre les lois de l'univers. Le but, c'est de rechercher le plaisir, mais quand même en respectant une société fondée sur le respect du mérite, hein, donc le désir d'une société fondée sur le respect du mérite. Donc l'égoïsme ne trouve pas vraiment sa place. Alors on voit apparaître ce courant du libertinage dans les cabarets et quelques salons, entre autres la salon littéraire de Ninon L'Enclos, mais il y a des dangers. Et les dangers, c'est quand même la difficulté d'édition de ces poèmes libertins, l'arrestation, les condamnations, parce que l'Église et le pouvoir royal quand même dénonçaient ce courant littéraire. Alors, on va lire ensemble un texte de Saint-Amand qui s'appelle le Paresseux. Alors, Saint-Amand, le Paresseux, écrit en 1631, justement parle de cette recherche du bonheur personnel, des plaisirs personnels. Accablé de paresse et de mélancolie. Je rêve dans un lit où je suis fagoté, waar ik lekker lig in dat bed, comme un lièvre sans os qui dort dans un pâté, ou comme un Don Quichotte en sa morne folie. Dus helemaal van leiheid en melancholie lig ik lekker te dromen in een bed waar ik lekker in lig, als een haas zonder bot staat eigenlijk, qui dort dans un pâté, comme un Don Quichotte en sa morne folie. Là, sans me soucier des guerres d'Italie, ik maak me helemaal geen drukte over de Italië-oorlogen, die natuurlijk al afgelopen waren in die tijd, want het is van de eeuw daarvoor. Du comte Palatin, ni de sa royauté, de graaf, de Palatijnse graaf, ni de sa royauté. Je consacre een bel hymne à cette oisiveté. Ga ik een mooie hymne schrijven aan deze vluchtigheid. Où mon âme en langueur est comme ensevelie, waar mijn ziel als lijdend in ligt, helemaal in licht hoe zeg je dat in het Frans, lekker in ligt. Je trouve ce plaisir si doux et si charmant que je crois que les biens me viendront en dormant, puisque j'en vois déjà sans enfler ma bedaine. Zelfs mijn buik groeit, want ik ben natuurlijk aan het eten, dus ik word dikker en dikker en dikker. Al het goede komt op mij af, terwijl ik lekker lig te slapen. Ik ben zo lui dat ik helemaal niks doe. Je trouve ce plaisir si doux, si charmant, que je crois que les biens me viendront en dormant, et je vois déjà que je grossis en mangeant, bien sûr. Et étant le travail, en ik haat zozeer het werk, que les yeux entrouvert, dat ik mijn ogen nog net open, une main hors des draps, één hand boven de lakens, cher Baudouin, beste Boudewijn, à peine et je puis me résoudre à t'écrire ces vers. Ik was zo lui, lag zo lekker in bed dat het zelfs nog een grote opgave was om deze paar versen die ik heb geschreven op schrift te stellen. Eh bien voilà, on constate clairement cette recherche du plaisir personnel, la recherche du bonheur, cette paresse idéalisée presque dans ce poème libertin. Voilà. Alors, on a déjà un peu parlé des salons littéraires, donc c'est vraiment un phénomène de la société du XVIIe siècle. On voit la multiplication des salons littéraires. Pour en nommer quelques importants et quelques connus, le salon de l'hôtel de Rambouillet, le salon de Madeleine de Scudéry. Bien sûr, c'était une précieuse parce que Madeleine de Scudéry, c'est quand même celle qui a réalisé la carte de Tendre. Voilà, Madeleine de Scudéry et écrit le roman Clélie. Et
le salon littéraire de Ninon de l'Enclos, qui était davantage un salon libertin. Hein, voilà. Alors il faut savoir en même temps que pas mal de ces salons étaient tenus par des femmes. Donc le rôle de la femme va quand même voir une sorte d'émancipation, va connaître une sorte d'essor d'émancipation à travers le XVIIe siècle. Et ça, on le sait déjà. Quand on a lu l'Avare de Molière, écrit aussi dans ce temps-là, on constate que la femme va essayer de contredire cette autorité paternelle et de trouver quand même un peu ses droits. Donc le rôle de la femme, mais surtout dans la haute société, dans la haute bourgeoisie, surtout pas pour le peuple, voilà, c'était assez loin du peuple quand même, mais le rôle de la femme va connaître un certain essor. Donc la femme, dans la haute bourgeoisie, va essayer de se soustraire, de se libérer de cette tyrannie paternelle, et justement dans ces salons littéraires où les femmes sont donc les détenteurs du savoir, va se développer cet esprit de libertinage, de désir d'égalité et de liberté. Et on voit aussi que ces salons vont devenir des places des jeux. Donc, veel vrouwen gaan zich ook overgeven aan het kaartspel. Een soort van reactie ook op die onderdrukking van de vrouw in het paternalistische Frankrijk van de 17e eeuw. Voilà. Donc, le rôle de la femme va changer progressivement. Donc, la femme au XVIIe siècle, souvent des mariages imposés, dès 12 ans, mais surtout entre 16 et 18 ans. Alors, la plus grande partie de l'héritage revient au garçon, et particulièrement à l'aîné de la famille. Il faut constituer, donc le père doit constituer une dot, un bruidsschat, par fille qu'on remette en échange au futur mari. Aucune indépendance pour la femme, elle passe de l'autorité paternelle à celle de son mari, et être veuve lui rend presque la liberté. C'est un peu cruel pour le dire, maar het is waar. Als een vrouw op jonge leeftijd weduwe werd, werd ze eigenlijk voor het eerst in haar leven vrij. Eh bien, l'adultère, overspel, toléré pour l'homme, mais inadmissible pour la femme. Donc voilà, c'est quand même une différence. Mais quand même un certain accès à la culture et au savoir. Donc on voit au courant du XVIIe siècle se développer un véritable courant féministe qui va revendiquer l'accès au savoir et pour les femmes et refuse donc la domination masculine, mais c'est surtout un phénomène de haute bourgeoisie. Inspiratrice du bon goût dans les salons, auteur Madame de Scudéry, Madame de Sévigné et Madame de Lafayette et les salons que je viens de donner. Voilà. Alors, pour finir, presque le théâtre classique. Le théâtre classique, donc on est vraiment entré dans la période du classicisme vers le milieu du XVIIe siècle. Une véritable pièce de théâtre classique doit répondre à certaines règles. Et ces règles, alors là, ils sont au nombre de 4. Unité d'action. La pièce doit être unifiée autour d'un seul sujet principal, donc une seule intrigue. Alors, je vous ai dit au début de ce cours que une pièce de théâtre baroque avait parfois 20 intrigues. Là, on voit donc clairement que la monarchie absolue qui va instaurer un certain ordre, discipline, harmonie, va se traduire aussi à travers le théâtre classique qui va devenir beaucoup plus discipliné. Donc une pièce doit être unifiée autour d'un seul sujet principal et ne doit pas créer la confusion comme c'était le cas au début du XVIIe siècle. Donc une seule intrigue, unité de temps, l'action dans son ensemble ne doit pas dépasser les 24 heures, donc il faut que l'action principale se passe en 24 heures. Donc du début de la pièce de théâtre jusqu'à la fin, pas être étalé sur des jours ou des années ou des décennies, mais en 24 heures. Unité de lieu, une seule scène, un seul lieu, un seul décor. Donc, si la pièce de théâtre se déroule dans un palais, dans telle ou telle chambre, il faut que toute la pièce de théâtre se déroule dans cette même chambre, dans ce même palais, et pas à l'extérieur ou dans une autre chambre. Donc, un seul décor, un seul lieu. Et l'unité de temps, un seul registre par pièce, ça veut dire qu'il n'y a pas de comédie-tragédie. Corneille avait déjà écrit des comédies-tragédies qu'il a réécrit en tragédie pure. Donc il faut un seul registre par pièce, donc il faut que ce soit quand même une comédie
ou bien une tragédie. Donc refus des mélanges des genres, tragédie ou comédie, ce n'est pas permis, donc il faut écrire une tragédie, comme l'a fait Corneille, ou bien une comédie, comme l'a fait Molière. Et les conventions sociales, exigences classiques de modération et de vraisemblance pour une tragédie pure, telle qu'a écrit Corneille, par exemple, le cite, il faut que le message s'adresse au pouvoir fragile des princes. Het idee daarachter was dat een klassieke tragedie werd gezien door vooral de groten der aarde, koningen, prinsen, noem maar op, en dat die zich bewust werden van het feit dat persoonlijke ambities en passies konden leiden tot hun hoe zeg je dat, tot hun vertrek, tot hun downfall, tot hun nedergang. Alors, il fallait donc que le prince qui regarde cette pièce de théâtre montée sur scène ait le pouvoir que cela pourrait m'arriver à moi aussi. Ça pourrait tourner mal pour moi. Donc, il faut que je maîtrise mes passions. Het was dus de bedoeling dat grote der aarde, prinsen, koningen het gevoel hadden van oké, ik moet zorgvuldig met mijn macht omgaan, want als ik dat niet doe, dan kan dat leiden tot mijn ondergang. Dat is het woord. Donc, modération, vraisemblance. Voilà. Donc, on voit Pierre Corneille, le cite, et Jean Racine, Andromaque et Phèdre. Voilà. Alors, ces unités sont calquées en fait sur l'Antiquité, de Oudheid. Et Nicolas Boileau, lui, au XVIIe siècle, a repris les Ars Poetica de Aristote, Aristoteles. Aristoteles leefde in de 4e eeuw voor Christus ongeveer. En die heeft een heel werk nagelaten waarvan het eerste deel nog is overgebleven. Dat zijn de Ars Poetica. En de Ars Poetica worden weer belangrijk in het Frankrijk van de 17e eeuw. En de Ars Poetica beschrijft Aristoteles. En Nicolas Boileau herschrijft die eigenlijk in de 17e eeuw, dus zo'n beetje 20 eeuwen later, voor hoe moet je nou een toneelstuk schrijven. Alors, dans son art poétique, donc qui reprend donc les Ars Poetica d'Aristote, Nicolas Boileau fixe les règles classiques des unités. Dans ce texte, que le lieu de la scène y soit fixé et marqué, un rimeur sans péril de là des Pyrénées, sur la scène en un jour, donc en 24 heures, renferme des années. Là, souvent, le héros d'un spectacle grossier, enfant au premier acte et barbon au dernier, mais nous que la raison à ses règles engage, nous voulons qu'avec art l'action se ménage, et ben voilà les règles, qu'en un lieu, donc un seul lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli, donc une seule intrigue, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Ben voilà, donc les préceptes repris d'Aristote, de l'Ars Poetica. Eh bien voilà, il faut dire que Boileau faisait partie des anciens dans la querelle des anciens et des modernes. Alors qu'est-ce que c'est la querelle des anciens et des modernes? C'est une dispute littéraire entre les notables de la littérature française au XVIIe siècle, vers la fin du XVIIe siècle, ceux qui voulaient que tout texte littéraire soit calqué sur les préceptes de l'Antiquité, tels que l'a défini Nicolas Boileau. Donc il faut imiter les pièces de théâtre classiques. Donc tout a déjà été dit par les classiques. Donc il suffit de les imiter. Donc il faut que toute tragédie écrite au XVIIe siècle fasse preuve de ces règles, de ces unités prescrites déjà à l'Antiquité, il y a 20 siècles à ce moment-là, et la querelle des anciens et des modernes, les modernes qui plutôt vont se tourner vers la modernisation, l'émancipation et la modernisation de la littérature française, et par là annoncent déjà le siècle des Lumières, donc qui prennent leur distance par rapport à cet art poétique de Nicolas Boileau. Alors, donc Nicolas Boileau faisait partie des anciens dans cette querelle des anciens et des modernes. Voilà. Alors, pour terminer, quelques exemples de thème baroque. Et on voit donc le trompe-l'œil, l'intérieur d'un dôme, qui n'est pas véritablement un dôme, mais quand même une peinture sur un plafond qui donc nous fait la force des apparences, qui nous fait croire qu'il s'agit d'un dôme, mais ce n'est pas le cas, donc la force des apparences, et en même temps le goût pour l'éphémère, la représentation de l'idée de l'éphémère. Wij zijn allemaal tijdelijk, wij zijn maar even op deze aarde, maar morgen kan dat anders zijn. Eh bien voilà,
c'est la fin du cours. Merci de m'avoir écouté.